Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Tous les lundis, 13 h, il y a un live. On répond aux questions du public. On vous attend pour le prochain. Le forfait et l'agilité, est-ce compatible? Alors donc c'est Rémi, je crois, Rémi qui nous a proposé ce sujet-là, effectivement, Rémi Sarayon. Donc description, actuellement entre deux missions dans mon ESN en tant que Scrum Master, je découvre les joies d'un centre de service travaillant sur des projets au forfait entièrement gérés en cycle en V ou Waterfall. De mon analyse, la transformation agile pour ce type d'organisation passe en premier lieu par l'aspect contractuel et par une pédagogie que les commerciaux doivent bien appréhender. Pourquoi les guillemets? À voir. Je pense qu'il va y avoir énormément à dire sur ce sujet-là. Déjà, le premier sujet, là, la personne, donc Rémi, enchanté Rémi pour cette question, il se positionne en tant que je suis dans une ESN et on travaille sur des projets au forfait, cycle en V ou waterfall. Comment on devient plus agile? Alors j'ai envie de faire la différence, c'est-à-dire que on n'est pas chez un client qui voudrait travailler autrement, on est chez l'ESN. Donc oui, l'aspect contractuel, il est important dans le sens où, de base, si on a décidé qu'on faisait du cycle en V avec un client qui a décidé qu'il faisait du cycle en V et que tout le monde veut faire du cycle en V, arriver au milieu de ça, vouloir dire on va tout faire en agile parce que ce sera mieux, je pense que, en l'occurrence, on va dire que je m'adresse à Rémi, c'est une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Enfin, c'est se battre contre le système. Dire si l'employeur, l'ESN, comme le client, ils sont contents de faire du cycle en V. Quand je dis content, enfin, ça ne veut pas dire que ça se passe génial, nickel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt à faire de l'agilité, mais voilà, enfin, ils sont pas en train de se poser cette question-là. Arriver là au milieu de ça, ça peut être une posture un peu dangereuse, ou plutôt du moins beaucoup d'énergie perdue pour pas grand-chose. C'est pas forcément une bataille qui mérite d'être combattue, voilà, pour aller au bout de ma pensée. Maintenant, dans le cadre où l'ESN voudrait travailler plus en agilité, mais ce n'est pas le cas de son client, et on verra peut-être l'autre cas de figure, où c'est le client qui voudrait être... dans l'autre cas de figure, à la limite, c'est facile, vous faites un appel d'offres et vous actez que votre fournisseur il doit être agile. À voir comment on le mesure, ça après c'est un autre débat, mais j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas content de votre fournisseur, vous changez de fournisseur. Donc dans ce sens-là, à la limite, c'est pas très dur. Vous êtes client, vous êtes agile, vous prenez un fournisseur qui va marcher de manière compatible. Donc là, j'imagine le cas intéressant, c'est l'ESN veut être agile. Il y a une vraie volonté de l'ESN. Sinon, je reviens sur mon discours précédent de c'est pas une bataille qui mérite d'être combattue. L'ESN veut être agile, mais les clients, non, ou pas encore, n'y sont pas encore habitués. Il y a forcément à minima une phase de transition. Donc oui, l'aspect contractuel, il va être très important. Alors sur le sujet, ça a été évoqué dans les commentaires. Voilà, on a fait les vidéos qu'on a fait avec Frédéric Le Guédois. Les deux sont extrêmement intéressants de ce point de vue-là. Voilà, se passer de product owner, qui est déjà en gros comment on met en marche, comment on met en place une démarche incrémentale et itérative avec un client bien identifié. Et entre guillemets, il devient peut-être product owner sans même le savoir et c'est pas du tout un problème. Et peut-être bien l'autre vidéo qui est sortie il y a 2 semaines, je pense, peut-être encore plus intéressant sur le fait, parce que justement dans cette vidéo-là, on évoque bien tout l'aspect contractuel, que oui, si tu pars sur... alors je vais remettre les choses dans l'ordre, c'est que là dans cette vidéo-là, Frédéric Le Guédois, il nous explique est-ce qu'on doit faire la différence entre les bugs et les fonctionnalités. Voilà. Et il nous démontre que en fait c'est à peu près la même chose et que si différence il y a, justement, c'est une différence artificielle, c'est une différence contractuelle qu'on a intégrée. Et qu'en fait, de son expérience, et je pense qu'il a tout à fait raison, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Parce qu'en fait, on passe son temps à se prendre la tête à savoir est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est une fonctionnalité, plutôt que juste
faire ce qui doit être fait. Et il le dit avec des mots vraiment justes, c'est ce qu'il dit, mais l'hypothèse de base de « Ah non, mais ça c'est les bugs, c'est le client, c'est le prestataire qui le traite », il le dit, mais jamais un prestataire va travailler à perte. Donc, au pire, il va rusher le truc. Mais il va pas avoir en tête on va dire le succès du client. Il va avoir en tête justement ce contractuel et le fait qu'il ne faut pas être perdant. Tout comme si c'est une fonctionnalité, on ne veut pas lui faire gratuit, bah, à un moment donné, le client aussi, il a un budget qui est limité. Donc oui, l'aspect contractuel, il va être important. Il y a une troisième vidéo qu'on avait fait avec Arnaud Georgin, qui était aussi très intéressant, où il nous expliquait comment ils avaient fait du forfait agile avec leurs clients, du coup, sur ce projet dont c'était un retour d'expérience. Hein. Donc oui, on en revient à l'aspect contractuel, à un moment donné, il va être très important. Maintenant, il y a quand même un détail sur lequel il faut qu'on soit au clair. Ça veut dire quoi un projet au forfait? Parce qu'en fait, si on remonte un peu l'histoire de comment on fournit des services, aujourd'hui, le forfait a été un peu diabolisé. Voilà, en se disant, effectivement, tu fais un projet agile, ce qui marche bien, c'est être en régie. Tu payes les gens, tac, tac, ils ont un budget consommé, et enfin, comme non, c'est pas un budget, c'est-à-dire qu'à chaque sprint, on les paye. Et à chaque sprint, on voit si on continue. Historiquement, on avait commencé par un forfait. Si on revient à l'origine de quand je construis un produit, voilà, le menuisier, il ne vendait pas un quota d'heures. Il vous vendait un meuble. Et en fait, il y a plein de bonnes raisons à ça. Moi, je m'en rends compte personnellement en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant que patron d'entreprise. Je vois toute la valeur à proposer un forfait. C'est-à-dire, en gros, hein, c'est ne pas dire par exemple à un client écoute, ok, je viens pour animer une rétrospective chez toi, ça va me faire une journée d'animation, une journée de préparation, je te facture 2 jours. Non, à la place, je vais vouloir lui dire écoute, je te fais un forfait, il y a tout compris dedans, et ça coûte tant. Et moi, c'est mon intérêt de faire ça. C'est l'intérêt pour le client parce que potentiellement, ça va être un package plus simple, et parce qu'on va se concentrer tous les deux sur la valeur. Quand je lui dis je lui facture 2 jours, et à un moment donné, je lui dirais peut-être ah ouais, non mais en fait, j'avais un super format génial à te préparer, mais j'ai mangé ma journée. Donc désolé, je ne ferai pas plus. Ou alors, est-ce que tu veux mettre plus d'argent? Alors que dans l'autre sens, elle est juste claire. Tu veux animer une super rétro de département, comment on fait ensemble pour que ce soit un super succès? Donc ça nous amène à avoir un objectif commun, un succès commun. Par contre, attention, c'est pas la notion de forfait qu'on a habituellement quand on parle de projet au forfait. C'est-à-dire qu'en général, projet au forfait, et il est là le problème, c'est pas tant le mot forfait que la notion de cahier des charges où tout doit être fait. Et c'est exactement ça que Frédéric Le Guédois, il dénonce dans sa vidéo, la Bug versus Feature. C'est ça qu'il dénonce. Ce qu'il dénonce, c'est un cahier des charges qu'on doit suivre absolument. Alors que parfois, souvent, ça va à l'opposé même du sens de ce qu'il faudrait faire pour avoir un produit à succès. Il y a des fois, la chose à faire pour que le produit marche bien, ben, c'est pas ce qui est dans la spec. Donc la spec, il faut soit pas en avoir, soit être bien conscient que c'est juste un document de travail au début pour voir où on va, et qu'on va très vite l'oublier pour se concentrer sur la réalité, sur ce qu'on veut faire. Et moi, c'est pareil dans l'exemple que je donnais. C'est-à-dire que d'accord, je fais un forfait, mais dans ce forfait pour animer une rétro, c'est pas lister exhaustivement toutes les choses à faire, à quoi elle va ressembler la rétro exactement. Où là, ça serait beaucoup plus contraignant qu'autre chose pour tout le monde. On pourrait se retrouver à se dire ah non, mais tu m'as pas dit qu'il fallait faire des dessins là pour animer le truc. Moi, je suis venu sans. Et si ta rétro elle est ratée, je suis désolé, c'était pas dans le cahier des charges. Vous voyez là? Non, on est là ensemble. Donc faire un forfait en mode tu vas voir ton prestataire, tu lui dis j'ai un besoin, il est bien identifié, c'est ça ce que je veux faire, j'ai tant de budget et tu me fais tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne définit pas un peu ce qu'il y a dedans.
mais on ne va pas dans le détail du cahier des charges et surtout pas avec le côté contractuel du cahier des charges. Il y a un contrat, il est très important, mais le cahier des charges n'est pas contractuel. Et là, on peut vraiment travailler ensemble. Donc voilà, donc après, si on va vraiment au bout du raisonnement, on peut aussi s'en sortir avec le cahier des charges. Par contre, autant que l'excellence technique, elle est fondamentale, quelle que soit l'agilité qu'on fait, là, ça l'est encore plus. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment très bien maîtriser la techno, ce qu'on va mettre, ce qu'on va manipuler, etc. Parce que sinon, c'est chaud quand même de s'engager, on est obligé de faire des marges. Mais de toute façon, on est obligé de faire des marges si on a ce type d'engagement-là. Donc ça peut marcher aussi. Par contre, on va avoir un gain limité. Est-ce qu'on sera vraiment dans l'agilité? On ne sera pas vraiment dans l'agilité. Par contre, on peut réussir à quand même faire des trucs, notamment via l'excellence technique, via vraiment maîtriser ce qu'on fait. Par contre, si on commence à rentrer sur des projets avec un tant soit peu d'innovation, un tant soit peu d'exploration, là, c'est un vrai problème. Et le problème, c'est pas le forfait. C'est même très sain. Le forfait, c'est voilà mon besoin, comment on peut travailler ensemble pour l'atteindre. Par contre, le forfait au sens cahier des charges, ça, attention, c'est un sacré problème. Et donc, je terminerai aussi sur les commerciaux doivent appréhender ça. Eh bien oui, le contrat réussi, la mission réussie, le contrat réussi, elle commence par les commerciaux. Les commerciaux sont extrêmement importants. Alors, ça marche dans les deux sens, hein. Faut qu'ils soient sensibilisés. Il faut aussi qu'ils intègrent l'aspect technique dedans. C'est pour ça souvent il y a un poste qui s'appelle technico-commercial. C'est justement une personne qui a cette sensibilité technique pour pas recommander n'importe quoi et qui en même temps fait quand même partie de l'équipe commerciale et face à face au client. On peut débattre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais ce rôle je trouve très intéressant parce qu'il démontre le pont nécessaire entre les deux. Peut-être qu'il ne vous faut pas un technico-commercial, peut-être qu'il faut emmener des techniciens dans les équipes commerciales, mais dans tous les cas, ce rôle traditionnel de technico-commercial, c'est compliqué quand il n'est pas du tout assumé, que ce soit par une personne dédiée, qui sont généralement des profils assez particuliers et très bons, hein, parce qu'ils maîtrisent les deux en fait. Ils sont peut-être moins bons que les commerciaux sur l'aspect négociation vraiment contractuelle. Par contre, ils ont une vraie casquette technique. C'est un métier très particulier, technico-commercial. Parce que je ne suis pas non plus technique, hein. Derrière on vend des choses quand même. Et voilà, ce rôle-là, il doit être assumé. Il pourrait être aussi assumé, on imagine, en faisant un mélange intelligent entre les commerciaux et l'équipe technique. Mais il y a un truc à combler et c'est vraiment important. Et donc oui, l'approche qu'on va suivre, l'équipe commerciale, elle doit à minima y être sensibilisée, si ce n'est pas encore plus loin justement avec ce pont, encore une fois, technico-commercial. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez cette vidéo à d'autres personnes à qui elle pourrait être utile et écrivez-nous dans les commentaires pourquoi vous appréciez cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas appréciée, écrivez-nous également comment on pourrait l'améliorer. À bientôt pour un prochain live, tous les lundis 13 h.